Émilie Capulet est donc lauréate de la Guildhall School of Music and Drama de Londres. Elle est concertiste et se produit évidemment en France et à l'étranger dans des festivals internationaux, accompagnée ou en soliste. Elle participe à de nombreuses émissions de radio ou de télévision. Elle est directrice du département de la musique classique au sein de University of West London et a soutenu un doctorat sur le sujet, donc toucher la musique chez Virginia Woolf. Elle est membre du Conseil national de recherche Arts et Lettres. Et ce qui nous intéresse au premier chef, elle vient d'enregistrer l'œuvre complète pour piano solo d'Henri Tomasi. C'est une première mondiale apparue en 2020 chez Calliope. Et elle va bien sûr nous en parler. Je précise tout de même que ce double album a reçu le Grand Frisson 2020 d'Audiophile Magazine et un Fortissimo de Pizzicato Magazine. Voilà, donc sans plus tarder, Émilie, nous vous laissons la place comme conférencière et ensuite, en fin de session, nous vous retrouverons comme pianiste. Voilà, c'est à vous. Merci Sylvie, bonjour à tous et je remercie évidemment le comité de m'avoir invité à présenter ce communiqué aujourd'hui. Donc je vais commencer par parler surtout du cinématographique et puis dans mon moment musical, je vais vous jouer quelques extraits du CD avec plutôt un historique de la musique au piano. Les années 1910 et 1920 ont vu le nouveau média du cinéma révolutionner les techniques de composition musicale et informer de nouveaux principes esthétiques musicaux dérivés des modes spatio-temporels particuliers au récit visuel du cinéma muet, dans une conceptuelle de convergence médiatique. Selon Francesco Finocchiaro, nous pouvons parler, nous dit-il, d'un paradigme cinématographique dans le modernisme musical. Dans ce communiqué, je vais m'interroger sur l'héritage des nouvelles techniques cinématographiques dans les compositions pour piano d'Henri Tomasi, après une discussion théorique de l'approche transmédiale, suivie d'une contextualisation des concepts cinématographiques. Je vais regarder de plus près une des pièces extraites des paysages de Tomasi, le mouvement intitulé Marine Mouette de 1931. Tomasi a traversé pendant sa vie l'une des périodes les plus tumultueuses du XXe siècle, une période de bouleversement sur le plan politique et social, mais aussi technologique. Il était issu d'un milieu très différent de ses camarades, un milieu très modeste et montrant un talent pour le piano et la musique, n'ayant pas eu l'opportunité de terminer ses études scolaires et devant se faire de l'argent très tôt comme musicien professionnel, il a eu un parcours musical atypique qui l'a exposé très jeune aux techniques cinématographiques. Il est né à quelques kilomètres de La Ciotat, où quelques années plus tôt, les frères Lumière avaient filmé leur première pellicule, et il s'est retrouvé donc ayant reçu son prix de piano à 13 ans, plongé dans le milieu du cinéma muet, en jouant du piano dans le célèbre Femina, ouvert en 1910, un cinéma de 1000 places, ou encore au Moderne de la rue Saint-Ferréol à Marseille. Comme beaucoup d'autres musiciens de l'époque, Tomasi et ses partenaires de musique de chambre y jouaient non seulement un véritable pot-pourri de morceaux du grand répertoire du XVIIIe et XIXe siècle, mais s'amusaient aussi à improviser pour mieux illustrer l'atmosphère et l'action des scènes. Tomasi, sûrement pour se faire un peu d'argent, publiera lui-même un recueil de ses compositions cinématographiques, quelques années plus tard, en 1924, avec le titre « Les grands succès du cinématographe ». Le rapport entre musique et cinéma muet, dans les premières années du développement commercial de films en France, fait aujourd'hui l'objet d'un intérêt nouveau et suscite de nombreux commentaires sur la portée esthétique de ces médias, mettant en valeur ce que nous pouvons appeler les liens entre narrativité musicale et cinématographie, c'est-à-dire des moyens d'expression empruntés par la musique, non plus simplement au récit dans la définition littéraire du terme, tradition d'emprunt à la littérature d'ailleurs bien établie depuis le XIXe siècle, mais à une narration proprement cinématographique avec tout ce que cela implique. Ainsi, nous pouvons considérer le cinématographe, ses concepts, ses procédés techniques comme plus que de simples métaphores dans le domaine musical d'Henri Tomasi, mais une véritable interprétation sonore d'une expérience qui se veut plus que littéraire ou même visuelle, mais bien cinématographique. Il s'agit d'établir ici ce qui peut être compris comme un enrichissement des formes et expressions musicales chez Tomasi. C'est bien la nécessité d'improviser sur des images mouvantes qui allait éveiller chez Tomasi son intérêt pour la composition même.
Se rappelant de ses expériences de jeunesse à Marseille, et bien qu'il ait continué de travailler comme pianiste cinéma à Paris dans les années 20, Tomasi nous raconte que « J'ai joué du piano pour la première fois dans un cinéma. Or, à l'époque, les cinémas étaient muets. Je jouais tout seul pendant que les images passaient. Il fallait évoquer l'ambiance, drame, comique, etc. Mon imagination travaillait et je crois que ma vocation de compositeur est partie de là, de l'improvisation. Chaque fois qu'il y avait une scène comique, un charlot ou un paysage, de n'importe où, Alger, Afrique, Amérique, il fallait improviser, ça m'amusait et je gagnais ma vie. Tout cela a marqué mon imaginaire. Voilà ce que je dois au cinéma. » Il deviendra par la suite l'un des compositeurs pionniers de la musique pour pièces radiophoniques en écrivant plus d'une centaine de partitions plus ou moins élaborées, puis de musique de film, travaillant notamment avec les cinéastes Maurice Glaise, Maurice Cam, Marcel Pagnol. De ses partitions radiophoniques et évidemment de ses improvisations pianistiques au cinéma, il ne reste plus beaucoup de traces, si ce n'est en filigrane dans certaines de ses œuvres de concert, comme le poème symphonique Tam Tam ou ses impressions cyrnéennes dérivées de la bande-son qu'il avait écrite pour le documentaire sur la Corse, L'île de lumière de Georges Drouet en 1952. Et c'est pourquoi son œuvre pianistique des années 20 et 30 nous donne des indices précieux sur l'évolution de cette esthétique cinématographique et que nous retrouvons par la suite développée dans ses œuvres de grande envergure d'après-guerre. C'est bien ce qu'a remarqué Régis Campo lorsqu'il a parlé de l'écriture de la symphonie du tiers-monde comme étant un discours quasi cinématographique où l'on voit de longs travelling, des plans larges symphoniques. L'amour de Tomasi pour toute forme de récit, qu'il soit cinématographique, radiophonique ou bien évidemment littéraire, continuera à lui être source d'inspiration sa vie durant, en se subsumant dans son langage musical. Il se rappelle qu'au fond, c'est peut-être la seule constante. J'ai besoin d'un texte, même si je ne me sers pas de mots, sans doute parce que seul l'homme et son côté passionnel m'intéressent. Sous-jacente à toute exploration de concepts cinématographiques, reste tout d'abord cette réflexion chez Tomasi sur le sens très personnel et subjectif de la temporalité humaine face au discours de temporalité sociale ou politique de l'histoire avec un grand H, mais aussi une grande valeur de la part de Tomasi accordée au regard, en soi, pour soi et envers l'autre, et donc ce qui est l'humain, la compréhension, la révolte, comme nous en avons parlé, mais aussi la compassion au travers de cette composition musicale. La cinématographie problématise le regard et nous donne donc les moyens d'aborder ces problématiques dans la musique de Tomasi. Il est clair que la possibilité d'entendre et d'interpréter cinématographiquement certaines pages de la musique d'Henri Tomasi nous donne une perception autre, surtout de ces pièces pour piano, qui n'ont jamais reçu de critique à proprement parler depuis leur première, souvent jouées pour la première fois à la radio, notamment par Jean Doyen. Et ce que l'on retrouve au fil de ces compositions pianistiques de Tomasi, c'est qu'elles sont bien une sorte de laboratoire musical des premières années du Tomasi qui se cherche comme compositeur, et puis on pourrait dire qu'il d'ailleurs s'y retrouve. Le poème de Cyrnos, du Tomasi de 17 ans que nous entendrons tout à l'heure, préfigure déjà le grand Tomasi. Ses premières compositions, donc Cyrnos, ses paysages de 1931, Fantoche ou encore ses pièces brèves, se prêtent particulièrement bien à une analyse dérivée de processus cinématographiques. Qu'est-ce qu'une transposition médiale et pourquoi a-t-elle une valeur critique? Nous retrouvons ici ce qu'Irina Rajewski a décrit comme un processus intermédial de transposition et que Jens Schroeter a appelé l'intermédialité transmédiale dans les 10-15 dernières années. C'est-à-dire un processus par lequel le média lui-même se retrouve transformé en un nouveau moyen d'expression au-delà des limites traditionnelles de son média d'origine et appelant à une évolution de notre écoute. La transmédialité est entrée dans l'ambiguïté et non dans la certitude. Le concept de transmédialité donne donc un nouvel éclairage au processus de composition et d'écoute musicale dans cet entre-deux fluide esthétique de la cinématographie des années 1910 et 20. Mais un usage très littéral de ces principes narratifs fait partie du problème que nous souhaitons aborder dans cette étude. En effet, les concepts dérivés de techniques de film sont souvent des néologismes utilisés de manière imprécise au travers des arts littéraires, visuels et musicaux et pourraient conduire à une érosion sémantique qui en limiterait la véritable portée scientifique.
Les mots qu'on emprunte au domaine cinématographique sont par exemple le collage, le montage, le fondu, le cadrage, et ils font partie de ce que Mieke Ball appelle les traveling concepts, c'est-à-dire des termes théoriques qui voyagent d'un domaine de culture et de médias à un autre, ouvrant la voie à des résonances ou des confrontations interdisciplinaires qui servent à recadrer et redéfinir non seulement leur fonction première, mais aussi nos limites disciplinaires académiques et surtout qui permettent d'aborder des œuvres culturelles complexes et souvent hybrides en établissant une communication des connaissances et des relations d'interaction entre disciplines qui souvent, dans la pratique culturelle, artistique et musicale, se croisent d'une manière intrinsèque et tacite. C'est ainsi que Tomasi n'a que rarement parlé du cinéma et encore moins de techniques cinématographiques. Nous allons explorer donc des processus de composition qui ont procédé peu ou prou consciemment d'une expérience esthétique de Henri Tomasi, celle du cinéma muet, que ce soit un cinéma commercial narratif ou encore le cinéma d'avant-garde des années 20. De la même manière que de nombreux cinéastes percevaient la sonorité du cinéma muet comme rythme visuel et non une sonorité qui s'extérioriserait à partir de l'image, le cinématographique dans les œuvres de Tomasi n'est pas un visuel qui s'extérioriserait à partir d'un montage sonore, mais une véritable visuelle sonore, c'est-à-dire un usage de modes de cadrage et de plans qui s'apparente à celle du cinéma, mais qui se découvre dans la musique à part entière. Je vais maintenant regarder d'un peu plus près la première page des pièces de ces paysages, donc de Marine Mouette. Et je vais vous partager mon écran. De par un lexique harmonique plutôt familière au premier abord, fait d'accords parfaits de 7e ou 9e, certaines enrichies de notes ajoutées ou de notes étrangères, des appoggiatures qui certes brouillent la couleur de l'accord mais n'en changent pas au premier abord la fonction harmonique. Le morceau est doté d'une certaine polarisation harmonique autour de centres tonals qui sont tout de même polysémiques en soi, caractéristique que remarque d'ailleurs Jean-Pierre Bartoli dans son étude du style compositionnel des œuvres de Tomasi. C'est bien pourquoi les paysages semblent au premier abord être composés dans la tradition néo-impressionniste, faisant écho à un Debussy, un Ravel ou même un Fauré. Mais cette structure tonale ambiguë chez Tomasi déplace celle de ses prédécesseurs, et elle n'est pas anodine. En effet, certains passages dans Marine Mouette offrent un contraste non seulement de couleurs, mais de langage harmonique. Ces passages sont plus chromatiques que les autres et se caractérisent par une absence de points de pédale comportant des harmonies parallèles qui contribuent à perturber la couleur tonale de base pour créer des sections ou des plans, on pourrait dire, au contexte harmonique beaucoup plus fluide, inhabituel aux sonorités et couleurs surprenantes et aux cadences suspensives, suggérant une dissolution du son à ce moment-là, créant un véritable effet de flux. Dans le cinéma primitif, les scènes avaient d'abord été filmées avec une grande profondeur de champ, c'est-à-dire que tous les éléments sont nets du premier plan à l'arrière-plan. Et les premiers films traitaient surtout de l'actualité. La caméra se voulait être un œil objectif qui captait tout. Chez Gaumont, il était impératif d'avoir une netteté sur l'ensemble du champ, sans aucun flou, et cela est devenu donc au début du siècle la norme dans la représentation du réel au cinéma. Bazin explique que la photographie et le cinéma sont à cette époque déterminés par une esthétique de transfert de réalité de la chose sur sa reproduction. Le cinéma de fiction, similairement, se rapproche d'une prise de vue quasi théâtrale, filmée du point de vue d'un spectateur en salle. L'image, elle aussi, reste nette de fond en fond. Et ce n'est qu'en 1920, avec le cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene, ou 2 ans plus tard avec le Nosferatu de Friedrich Murnau, et en France, les films expérimentaux de Germaine Dulac, Jean Epstein ou Marcel L'Herbier, que la lumière et les ombres, le cadrage et le flou deviennent des moyens expressifs à part entière et se portent donc sur la question du regard. À partir de 1915, les cinéastes commencent à utiliser des filtres sur l'objectif qui changent le degré de netteté de l'image pour évoquer le rêve, le fantastique ou la peur, comme dans La chute de la maison Usher de Jean Epstein. Le flou d'arrière-plan permet d'amener le regard vers l'élément clé de la scène,
Le montage et les différents types de coupes permettent de manipuler notre sensation temporelle. Tomasi sera particulièrement sensible à ces éléments lorsqu'il composera ses musiques de films. Et on pense ici aux lettres de mon moulin de Pagnol, un cinétisme qui, selon Dominique Escandre, s'explique par, je cite, une très grande maîtrise des techniques de la musique de film, de nombreuses répétitions, effets de rupture, dialogue avec les musiques additionnelles, qui se retrouvent également dans les moindres détails de la partition symphonique, cinétisme rythmique ou mélodique. Notre attention est donc attirée ici, dans ce morceau, sur un ordre atypique de schéma structurel, suggérant une typologie cinématographique en plan ou prise de vue. Et c'est ainsi que les concepts cinématographiques nous permettent de mieux comprendre la palette sonore et les transitions structurelles particulières à Tomasi, qui s'esquissent dès les années 1920 dans ses pièces pour piano, qui sont au plus proches finalement de ses improvisations dans les cinémas muets de Marseille. Composés sur 3 portées, comme vous le voyez, les paysages explorent une texture complexe, des lignes mélodiques en arabesque s'entremêlant en registres de nuances dès le début de la pièce, dans un contrepoint remarquable. La disposition des lignes mélodiques, leur articulation propre et l'intensité changeante de leur forme dynamique créent une impression de mouvement interne à l'intérieur même d'un cadre. Par ces mouvements de convergence et de divergence polyphonique, Tomasi crée ici une profondeur de chant. Nous pourrions penser retrouver ce que Debussy avait indiqué dans son prélude des Pas sur la neige, où il voulait que certains éléments musicaux d'arrière-plan aient, je cite, la valeur sonore d'un pont de paysage. On penserait à la lettre que Tomasi a écrite à Jean Molinetti en 1970, où il décrit son amour pour Marseille et la mer. Ciel et mer, écrit-il, caillasse et cyprès, plus le Mistral et ses nuées dramatiques. Voilà la vie. Cela pourrait être l'image phare de Mouette Marine. Le Mistral, donc, invisible à l'œil, tout à fait perceptible à l'imaginaire dans ses mouvements et arabesques abstraites, dessinés par ces points mouvants sur l'horizon que forme le ballet des mouettes. Mais à la différence de Debussy, où le fond de paysage reste fondamentalement statique, chez Tomasi, arrière-plan et gros plan sont alternés en prise de vue par un cadrage varié dans ses séquences cinématographiques. Nous ne sommes plus dans le symbolique pictural de Debussy, mais bien dans une réelle spatialisation sonore, déduite d'une approche cinématographique d'avant-garde. Et les convergences et divergences se retrouvent dans toute cette partition, et en voici donc quelques exemples pour vous montrer à quoi cela peut ressembler. Donc voici l'exemple de convergence. Vous voyez très clairement, toutes les lignes se suivent. Et puis l'exemple de divergence, vous le voyez ici dans l'exemple, à la 3e mesure de l'exemple, où les lignes divergent. C'est assez simple. Donc voilà exemple donc, de ces points de convergence et de divergence. Et cela se passe tout au long du morceau. Le premier travelling, lui, remonte aux frères Lumière, qui placèrent une caméra sur une gondole vénitienne en mouvement pour suivre le déroulement de la scène. On l'appela alors la vue panoramique Lumière, et l'anglicisme travelling n'est apparu que dans les années 20. Le travelling a l'intérêt de garder le point de fuite de l'image en position constante par rapport au cadre de l'image, ce qui a un effet sur l'ordonnance des perspectives et donc crée une illusion d'un espace changeant et instable où chaque objet reste à sa place mais est vu dans une perspective différente à chaque instant, mettant l'emphase alors sur la profondeur d'espace. Souvent, le travelling peut révéler aussi des objets nouveaux. Chez Tomasi, dans cette pièce, une impression de travelling se retrouve dans les répétitions de plans en contexte harmonique parallèle. Par exemple, dans le premier extrait ici, où le même arpège descendant, en contrepoint avec le chromatisme à la main gauche, se retrouve répété de multiples fois, mais à des hauteurs de son différentes. L'exemple suivant, encore plus accentué, se trouve à la mesure 64. Ici, nous entendons une phrase qui monte vers l'aigu, mais accompagnée... non, dans cet exemple, l'exemple 4, donc, vous voyez donc, les bribes de thème du début, mais qui sont mises en contexte sans changer les points de repère.
Le plus souvent, les métaphores cinématographiques, telles que le montage, le panoramique, le travelling, ont été utilisées pour aborder des formes musicales non traditionnelles, des points de transition non conventionnels, ou une absence de forme reconnaissable. Pour Debussy, en 1913, le cinématographe répondait précisément à ce problème. Il nous dit « Il nous reste pourtant un moyen de faire revivre le goût de la musique symphonique parmi nos contemporains. Appliquons à le traitement de cinématographique, c'est le film d'Ariane qui nous permettra de sortir de cet inquiétant labyrinthe. » C'est 12 ans plus tard, après la mort de Debussy, que les cinéastes du cinéma d'avant-garde, explorant le pouvoir évocateur de procédés et récits plus abstraits au cinéma, tels que Germaine Dulac, iront jusqu'à parler du cinéma comme étant la musique du silence ou une symphonie visuelle. Cinéma et musique entrent alors en dialogue créatif. Reflétant ces principes esthétiques, c'est le compositeur suisse Franck Martin qui donnera les lettres de noblesse à ces procédés dérivés du cinéma dans la musique, en affirmant que le cinéma est une nouvelle façon de vivre la succession. Il nous dit « Le cinéma possède deux moyens efficaces d'influencer la musique et suggère une nouvelle façon de ressentir la succession et la durée. » Les coupes, qu'elles soient des fondus enchaînés, des coupes nettes ou des fondus au noir, sont des techniques d'enchaînement et de transition temporelle. Les coupes et le montage ont fait leur apparition dès les premières années. Dans un film de George Herbert Smith, La loupe de grand-maman, où des plans larges sont entrecoupés de gros plans, des objets vus à travers de la loupe. La manipulation de ces coupes met en valeur l'idée de rémanence entre les différents plans. Chez Tomasi, ces techniques permettent d'aborder la temporalité musicale d'une manière originale et ouvrent de nouvelles pistes analytiques. Le fondu enchaîné est une surimpression de deux plans, une technique développée dès le début du cinéma par Georges Méliès. Dans l'extrait du début de cette pièce, la mesure à 6/8 se trouve remise en question par ce que l'on pourrait appeler un fondu enchaîné, avec l'arrivée des accords brisés dans le registre aigu, qui, eux, sont en syncope inégale, qui harmoniquement ne semblent pas appartenir au contexte en si mineur établi, ambigu, certes, depuis le début. Ils sont d'office flous, puisque le point de pédale ne permet pas d'éclaircir la résonance. Ici, nous avons un regard plus rêveur, selon les conventions cinématographiques du flou de l'époque. Mais Tomasi utilise ensuite une virgule dans la partition pour indiquer une coupure de son et de résonance. Après ce fondu enchaîné, l'effet saisissant de profondeur des accords brisés, nous avons un fondu au noir. Notre sens de séquence temporelle semble donc s'élargir ici avec l'apparition d'une ellipse sonore, mais aussi temporelle. L'ellipse temporelle est alors non seulement signifiée par ce fondu au noir, mais marquée par le retour de la sonorité du premier plan avec un tracé d'un deuxième thème mélodique établissant une continuité dans la différence au-delà de l'ellipse temporelle. L'effet, dès le début de l'œuvre, est de redonner à l'auditeur une sensation de temps sans repère et autrement subjectif, avec une réelle mise en scène de l'ellipse temporelle. Nous en retrouvons plusieurs par la suite au fil du morceau, qui deviennent de plus en plus remarquables pour l'auditeur. Et voici à quoi ressemble donc ce moment. Ça, c'est le fondu enchaîné, la scène. Et puis l'ellipse, qui arrivera ici. Et le retour du thème du début. Alors, vous avez, il est déjà... j'arrive à ma conclusion. J'ai la conclusion. Donc, pour conclure, cette codification... attendez. Oui, donc pour un compositeur qui a toujours voulu chercher et rendre le climat psychologique et la conscience humaine dans ses œuvres, c'est de par ces ellipses qui rendent un temps passé beaucoup plus long, comme ça avait été dénoté dans les premiers films. Les coupures, les changements de plan et de cadrage. Ici, Tomasi renverse la problématique du regard. Car c'est ici qu'au-delà de l'œil d'autrui de la caméra par le cadrage, l'auditeur devient un réel acteur, un visionnaire, on pourrait même dire au sens propre du mot, dans le récit musical, car il devient impliqué de par une écoute active dans un moment de prise de conscience de ce qu'est l'espace de l'ellipse. Un espace non plus inscrit dans le temporel de l'œuvre, mais qui se veut être sa propre intemporalité. Ces effets de cadrage, de mise en scène, de travelling et de fondu
la fragmentation de la ligne mélodique, l'impression d'écouter une véritable mosaïque sonore avec ses changements de coloration harmonique et une approche flexible du temps et du rythme suggère donc les techniques d'un montage cinématographique dramatique, fluide, en mouvement et par conséquent une expérience qui va bien au-delà d'un récit visuel pour se refléter dans la préoccupation de Tomasi pour une kinesthésie de l'écoute fondée sur une problématique du regard en tant qu'identité et liberté personnelle. C'est par le regard que nous sommes libres de choisir qui nous pouvons être. Chez Tomasi, l'expérience est humaine et l'humain est toujours au centre de sa préoccupation. Et c'est dans cette problématisation du regard, dans un contexte de temporalité fluide, que l'on peut définir comme étant au-delà même du cinématographique ou même du musical à proprement dit, que notre être au monde peut devenir dans l'espace d'un seul morceau une expérience profondément intemporelle, celle de l'ellipse. Si j'ai le temps, Sylvie, je peux jouer juste la première page. Peut-être on se le fait pour le début de la discussion, voilà. D'accord, je la réserve pour la présentation. Merci. Merci beaucoup, je suis désolée. Je suis la gardienne du temps ce matin, alors j'essaye de faire mon rôle au mieux. Merci énormément pour tous ces éclairages et pour cette nouvelle perspective que vous nous avez offert. Ben voilà, la musique à travers l'écran, et c'est à travers un écran, encore une fois, que vous nous avez donné cet aperçu. Merci infiniment. Et ben, par un fondu enchaîné digne d'une technique cinématographique, je crois que nous allons pouvoir donner la parole à Stéphanie, si elle est bien là et prête.